La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble demain. Pour ceux qui m'écoutent en début d'année, je vous souhaite un beau début d'année. J'espère que cette transition d'une année à l'autre s'est bien passée pour vous et que cet espace de renouveau vous offre une opportunité d'avoir un nouveau regard, une nouvelle perspective. Mais je sais qu'en début d'année, on est soit dans cet espoir de renouveau, cet éveil à la beauté, ou parfois dans une fatigue euh, émotionnelle face à l'année, cette année de plus à vivre, ou pour certains à survivre. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est facile de tomber dans le pessimisme, c'est facile de tomber dans le découragement. Et quand on voit les défis auxquels on est confronté, que ce soit en lien avec les changements climatiques, la perte de biodiversité, les inégalités sociales, les guerres, les crises économiques, ça peut sembler insurmontable. Même au-delà de ça, sans ça, notre quotidien peut sembler insurmontable. Et au milieu de ces préoccupations qui sont légitimes, quelle que soit leur échelle, j'avais envie d'amener aujourd'hui une thématique qui m'est chère et qui me soutient dans mon quotidien, celle de l'espoir. Cet espoir euh, qui est souvent négligé en fait parce que c'est pas une action en soi, on pense que ce n'est pas une action en soi, mais qui est une ressource précieuse dans nos vies et notamment dans la transition écologique et sociale qu'on vit tous. Alors, dans cet épisode, j'avais envie en ce début d'année d'insuffler une dose d'espoir dans vos oreilles et surtout dans vos cœurs. Alors, j'avais envie d'explorer avec vous dans ma perspective, puis à nouveau, vraiment sans flafla, euh, le rôle de l'espoir dans nos vies. Qu'est-ce que c'est l'espoir? Et puis comment on peut peut-être le cultiver sans donner des solutions, mais vraiment donner des pistes de réflexion, d'introspection. À nouveau, je veux juste vous rappeler que le podcast continue à avoir besoin d'amour et puis que la manière de l'encourager à fleurir, à rayonner, c'est de le partager, d'ajouter un 5 étoiles ou le nombre d'étoiles qui fait sens pour vous sur la plateforme de votre choix ou sur les plateformes, de le relayer à vos amis, à vos familles. Alors voilà, je vous remercie pour votre écoute de la dernière année, puis pour cette année qui s'entame avec vous. Donc, je reviens à l'espoir. Et puis, pour commencer, vous savez que j'aime ça quand même, aller dans une certaine nuance. Donc, je fais de mon mieux pour mettre de la nuance dans ce que je partage.
Puis déjà de mettre de la nuance dans le fait que je ne suis pas une experte du sujet, donc c'est vraiment une réflexion très personnelle qui est alimentée par de nombreuses lectures. Donc, petite nuance ici, moi quand je parle d'espoir, l'idée c'est pas de confondre le mot espoir avec une forme d'optimisme qui est aveugle et puis qui justement va nous freiner dans notre passage à l'action parce qu'on se dit, bon, bah, tout ira bien de toute façon. Non, c'est vraiment... je vais comparer deux choses en fait. Quand on voit l'optimisme, par exemple, ben, c'est une croyance qui est inébranlable en un résultat positif. Alors que quand on parle d'espoir, il y a quelque chose de plus profond, de plus nuancé. C'est vraiment une force intérieure. Puis j'aime beaucoup de parler de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis l'espoir en fait partie. Puis pour revenir un peu dans l'histoire du mot espoir, lui, ben, le mot espoir a ses racines dans le latin classique. Donc, il va dériver du verbe latin sperare, qui lui signifie espérer, ou ce que je trouve significatif, qui est attendre avec confiance. Puis ce verbe-là, donc, est lié au substantif spe, donc S-P-E-S, qui se traduit par espoir ou attente confiante. Puis ces termes-là latins ont eux-mêmes des racines indo-européennes communes avec des significations similaires. Donc, dans des nombreuses langues anciennes, par exemple, en grec ancien, il y avait le mot elpis, elpi, je ne sais pas comment le prononcer, qui était utilisé pour exprimer l'idée d'espoir. Puis on retrouve pas mal d'équivalents dans d'autres langues qui montrent que cette notion d'anticiper positivement l'avenir est profondément ancrée dans la pensée humaine depuis longtemps. Puis l'idée sous-jacente à ces termes-là est souvent associée aux mots, je vous disais, qui sont significatifs. Donc cette attente confiante, cette croyance profonde en quelque chose de positif à venir, cette croyance en la vie finalement, cette confiance en la vie. Puis c'est une émotion puissante qui a été un sujet qui a beaucoup été étudié dans un contexte philosophique, littéraire, au travers les époques. Puis ce qui revient souvent dans ces écrits, c'est qu'en temps de crise, c'est l'espoir qui va nous pousser à continuer, qui va nous pousser à résister, à agir. Donc c'est un moteur de changement. L'espoir, ça nous aide à envisager un monde où la durabilité environnementale peut coexister avec la prospérité, l'équité sociale. Et quand on cultive l'espoir, ce que ça a démontré, c'est qu'on est plus enclin à s'engager dans des actions positives, peu importe leur échelle. Donc, soit à adopter des modes de vie durables dans nos familles, à contribuer dans nos communautés, à soutenir des politiques environnementales ou même justement à lancer des initiatives de changement, que ce soit dans une perspective entrepreneuriale ou que ça soit vraiment dans nos quotidiens. Alors, je me questionnais beaucoup, mais alors d'où il vient cet espoir? D'où est-ce qu'il tire son essence? Puis vous vous souvenez dans l'épisode sur les histoires qu'on se raconte, c'est l'un des premiers épisodes, je pense que c'est le troisième. Je vous partageais la place de notre imaginaire dans la capacité à co-créer un monde nouveau, à co-créer des nouveaux récits finalement pour nos aujourd'hui et nos demain. Et je reviens à ça aujourd'hui parce que les sources de l'espoir sont multiples, mais elles sont souvent ancrées dans notre capacité à imaginer un meilleur avenir. Puis dans notre nature même, l'imagination a une place primordiale. La nature humaine est une créativité sans fin et c'est cette créativité-là qui nourrit notre imagination et qui nourrit notre espoir. Puis avec ça, il y a un autre élément important qui ressort, c'est notre élan de se laisser inspirer par ce qu'on a pu voir dans le passé, par des exemples d'initiatives autour de nous. Donc autant l'imaginaire que le réel qui vient insuffler un vent d'espoir dans notre cœur. Donc, les mouvements citoyens qu'on peut constater autour de nous, les initiatives locales, l'initiative d'un voisin, une histoire inspirante qu'on a pu lire sur quelqu'un qui a pu justement contribuer à sa façon, puis ça nous montre que le changement est possible. Donc, on peut l'imaginer,
Et puis, on peut s'inspirer de ce qui se passe autour de nous dans le monde réel. Puis, c'est ça que j'essaie d'amener aussi au travers toutes les initiatives que je porte avec So Co. C'est qu'il existe d'autres alternatives, que ça soit en entreprise ou dans la vie. Et l'idée, c'est de démontrer justement qu'il n'existe pas une solution, mais que l'espoir, il existe et qu'il nous invite à explorer celles en lesquelles on croit. Donc, de se laisser l'espace d'être inspiré, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, euh, sur ces belles choses qui se passent autour de nous, sur la beauté qu'il y a autour de nous, au-delà de la noirceur. Puis l'espoir, je le vois comme un jardin dont on prend soin jour après jour. Et tout comme chaque chose dans la vie, alors, l'espoir, il se cultive d'abord en nous, à l'intérieur de nous et autour de nous, par cette transmission qu'on va offrir, par cette inspiration qu'on va offrir, non pas dans cette intention d'inspirer au départ nécessairement, mais en étant dans ces élans de transmettre la beauté de ce qui existe. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver l'espoir au milieu de tous ces défis-là qui nous apparaissent parfois totalement insurmontables? Puis à nouveau, que ça soit au niveau écologique, social, que ça soit dans nos familles, dans notre parentalité. Des fois, on est face à certaines choses, puis on se dit, mais c'est une trop grosse montagne, je suis pas capable d'y arriver, ou c'est, oh, le tunnel a l'air tellement long, puis c'est tellement noir, puis on voit pas la lumière au bout du tunnel. Alors, une première étape, selon moi, c'est d'élargir notre perspective, de regarder ce qui existe au-delà de la boîte dorée qu'on s'est créée. Et si je reviens à l'épisode sur les certitudes, justement, quelle certitude est-ce qu'on a intérêt à explorer? Parce que quand on se concentre uniquement sur les enjeux ou sur nos propres certitudes face à demain, c'est facile de perdre espoir. Alors qu'en élargissant notre vision, pour voir les solutions possibles, pour voir les autres alternatives, pour se confronter à nos propres certitudes, on ouvre notre regard et on crée un espoir pour que l'espoir puisse fleurir, un espace pour que l'espoir puisse fleurir. On lui donne de l'eau, on lui donne du soleil, on lui donne de la vie. Un autre élément qui m'aide beaucoup personnellement à cultiver l'espoir dans les défis que je peux vivre, dans les montagnes russes que je peux rencontrer dans mon quotidien, dans ma vie de maman, dans ma vie professionnelle, dans cette anxiété que je peux vivre face à ce qui nous attend pour demain, c'est tout ce qui est en lien avec la gratitude. Alors, au travers de ma pratique méditative, c'est d'être reconnaissante pour chaque instant précieux que j'ai pu vivre. Alors, des fois, c'est simplement le matin. Le matin, j'ai souvent eu, en fait, pendant de nombreuses années, je me réveillais avec cette boule au ventre, cette anxiété qui monte face à ma journée, face à tous les défis que je pouvais voir. Puis, à un moment donné, j'ai pris l'habitude de me rappeler justement pourquoi je suis reconnaissante, justement au-delà de ça. Puis de juste me le répéter dans ma tête ou comme tout doucement. Mais la gratitude justement d'avoir mes deux pieds, mes deux jambes pour me lever. La gratitude d'être dans un pays qui est sans guerre. La gratitude d'avoir le petit souffle de mon bébé à côté de moi. Puis ça, c'est un autre moyen pour moi de cultiver l'espoir, puis de donner de l'amour en quelque sorte à ces émotions, ces grandes émotions qu'on peut vivre, puis en prenant le temps de reconnaître et d'apprécier ce qu'on a dans le présent, en prenant le temps justement, c'est en lien avec les émotions, d'aller reconnaître les émotions qu'on vit, d'aller les accepter, les honorer, les traverser. On développe une attitude positive envers la vie, une attitude d'espoir envers la vie et ses défis. Puis ça renforce notre croyance en notre capacité à faire une différence, ça renforce notre élan d'espoir. Puis l'autre élément que j'avais envie de partager, puis auquel je pense, puis qui nourrit mon espoir, c'est ce lien significatif avec d'autres êtres humains qui ont cet élan de faire autrement. Donc pour moi, une simple conversation lumineuse avec quelqu'un,
même si elle comporte sa dose de noirceur, même si on parle des défis, ça me ramène à mon espoir intérieur. Puis je dis souvent que par le fait même d'être nous-mêmes, on a cette capacité à s'entre-inspirer, puis c'est beau. Chaque conversation, par exemple, que j'ai ici avec mes invités me revigore comme jamais. Puis c'est là que je sais, que je comprends à quel point ce projet est juste pour moi. Car en plus de nourrir ma créativité, ça nourrit mon élan de lien, ça nourrit mon espoir, puis ça nourrit mon élan d'action concrète. Puis ça, c'est une autre question que j'ai envie de vous poser justement quand, quand vous accomplissez quelque chose dans vos entreprises et dans vos vies. Qu'est-ce que ça vient nourrir en vous? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion en vous? Qu'est-ce que ça fait vibrer? Quelle corde ça fait vibrer? Parce que je pense que c'est important de voir, nous, qu'est-ce qui vient nous amener dans ces élans-là d'espoir? Qu'est-ce qui vient nourrir notre vie? Parce qu'on a tous notre façon de cultiver l'espoir. Parfois, c'est en étant dans cette présence si grande qu'on est en capacité de voir les choses autour de nous qui vivent ou qui revivent. Vous savez, cette vivace dans votre jardin qui chaque année, je m'excuse, qui va chaque année renaître malgré le dur hiver, malgré le pelletage à volonté, malgré la quantité de sel étalé, qui revit année après année. Moi, ça me donne une dose d'espoir. Quand je regarde aussi mes parents qui n'ont pas vécu des choses faciles dans la vie, puis au fur et à mesure du temps, j'apprends à connaître la complexité de leur histoire de vie et de les voir aujourd'hui continuer de porter la vie en eux, de croire en la vie, ça me donne espoir. Même quand je me regarde moi-même aller, je me regarde dans les défis de ma première maternité, euh, cette césarienne troublante, puis ce découragement, cette impression que tout allait être insurmontable, puis je me vois aller, puis j'ai espoir en moi-même de m'avoir moi-même vue continuer après des gros, gros défis émotionnels, physiques et tout ce kit-là. Puis une phrase que j'ai souvent entendue d'un peu tout le monde, par-ci, par-là, sans savoir d'où ça venait, puis qui vous dit peut-être quelque chose à vous aussi, c'est l'espoir fait vivre. Alors oui, dans un sens, aujourd'hui, quand je me remets cette phrase en perspective, je pense que oui, l'espoir nous ramène à la vie. Mais voilà. L'autre point que je voulais aborder, c'est que l'espoir n'est pas une fin en soi. L'intention est que ça puisse peut-être être transformé en une action significative dans le cadre de ce processus de transition d'un monde à l'autre. Parce que quand on a espoir, qu'on cultive l'espoir, un espoir profond, un espoir lucide, ben, on est plus enclin à agir, à collaborer, à contribuer. Donc, ça peut signifier participer à des activités de sensibilisation, de soutenir des organisations, de lancer nos propres projets durables. Et du même fait, dans un cercle vertueux, l'action, à son tour, renforce notre espoir en montrant que le changement est possible. Donc, c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt, c'est que justement, on va cultiver cet espoir-là, on va y croire, on va se mettre dans cet élan, cette croyance profonde qui va nous amener à une action qui va, peu importe son issue, va d'une certaine manière nous inspirer sur notre chemin, nous donner comme ce, 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 ce résultat-là, je ne sais pas, cette petite graine-là qui nous dit que le changement est possible, puis on y croit, alors on agit à notre échelle, on se nourrit des avenues qui se dessinent, qu'on imagine, et à son tour, ça nourrit notre espoir, ça nourrit notre action. Puis, si vous avez envie d'explorer justement ce sujet-là, d'explorer des livres ou des auteurs qui ont abordé cette notion d'espoir, en lien avec la transition, il y avait le livre Active Hope, How to Face the Mess We're In Without Going Crazy. C'est un livre qui a été écrit par Joanna Macy et Chris Johnston. Joanna Macy, dont je vous ai déjà parlé en lien avec les récits et leur importance, qui est une militante écologiste, écophilosophe, enseignante aussi. Puis elle est connue notamment pour son travail sur l'éco-psychologie, puis la spiritualité qui est liée à l'environnement. Puis Chris Johnston, lui, c'est un médecin et un psychothérapeute
qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la résilience personnelle et communautaire. Donc, ce livre-là, Active Hope, a été publié en 2012, puis il explore des approches pratiques aussi pour aborder les défis mondiaux, donc en particulier avec tous les défis environnementaux, avec une manière vraiment engageante et constructive. Donc, entre autres, il va proposer des pistes, des outils pour aller cultiver l'espoir et l'action positive malgré la gravité des problèmes auxquels on est confronté. Puis les deux auteurs considèrent que l'active hope, l'espoir actif, est vraiment une réelle réponse, une réelle action en soi qui permet de cultiver justement cette posture intérieure face aux crises et aux souffrances. Donc, ils s'en vont dans une sorte de méthodologie. Alors, je ne suis pas de celles qui va nécessairement croire aux méthodes, bien au contraire parfois, mais certaines lectures en ce sens peuvent aller nous ouvrir à certaines avenues qui pourraient soutenir notre besoin d'espoir, notre besoin de cultiver l'espoir. Donc, dans ce livre, je trouve qu'il y a à la fois des éléments pratiques intéressants, mais aussi un état d'esprit qui reste inspirant et qui est très dans le ressenti. Donc, au travers des éléments d'introspection, des méditations, on y parle beaucoup de résilience, un sujet qu'on a déjà abordé avec Marie-Ève Lessine dans un épisode cet automne, justement, qui était sur le thème de la résilience, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Une autre humaine qui m'inspire beaucoup dans le sens où ses actions en soi sont inspirantes, ce qu'elle a pu découvrir en recherche, sa détermination aussi, sa force intérieure, ouais, cette posture déterminée à agir. C'est Jane Goodall, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est une primatologue qui est renommée, qui a partagé plein de perspectives sur l'espoir au travers ses discours, ses écrits, ses entrevues. Puis elle est très connue pour son travail en faveur de la conservation de la faune et pour aussi avoir passé des décennies à étudier les chimpanzés en Afrique. Puis il y a 3 choses qu'elle mentionne dans ses écrits qui sont tellement ralliées à ce en quoi je crois. Déjà, elle nous ramène à notre capacité individuelle à agir, à ce choix, à cette responsabilité, à cette liberté d'entrer en action, chacun à notre façon, et sa force dans l'équation pour contribuer au changement. Alors elle dit, ce que vous faites fait une différence et vous devez décider quelle différence vous voulez faire. Donc cette importance de l'action individuelle pour contribuer au changement. L'autre chose qu'elle va amener, c'est l'intention profonde. Puis ça résonne beaucoup avec moi. À partir de quel endroit on va puiser pour contribuer? Ce cœur qui nous mène dans un élan de contribution. Puis elle dit, la seule façon d'apporter de réels changements est de travailler à partir du fond de son cœur. Elle encourage les gens à s'engager passionnément avec cœur dans des causes qui les habitent, puis que ça fait toute la différence. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous partager de cette personne-là, c'est l'importance de nos petites actions au quotidien, de la manière dont on vit, dont on entreprend nos vies, dont on interagit avec soi, avec l'autre, avec le vivant, cette expérience qu'on a avec le monde. Puis elle dit, je pense que l'espoir réside dans la façon dont nous vivons nos vies, dans la façon dont nous pouvons vivre notre vie en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres. Donc cette importance de trouver une façon de vivre en équilibre avec les autres, avec le vivant. Donc cette perspective qu'elle a sur l'espoir est profondément liée à l'action, à la responsabilité personnelle, à la liberté, à l'engagement en faveur de la vie, de la nature. Elle montre que cet espoir-là réside dans ce cœur-là, dans cette intention, dans cette volonté profonde de faire une différence positive dans le monde. Ça part profondément de l'amour, du ressenti. Alors, alors voilà, je pense que c'est super important d'insuffler cette dose d'espoir lucide dans nos vies face aux transformations qu'on vit et qu'il existe plein de façons d'y parvenir. Déjà de comprendre
de comprendre ce qu'on est en train de vivre, les transformations qu'on est en train de vivre, d'apprendre à comprendre, à reconnaître ce qui est beau dans ces changements, même si ça peut sembler difficile, à cultiver notre résilience. Puis je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode avec Marie-Ève, mais à cultiver cette capacité à rebondir face aux défis, puis qui nous permet de faire face. Parce que je pense qu'on aura profondément besoin de résilience pour appréhender les changements qui s'en viennent. Ce point-là que Jane a ramené, de mettre notre focus sur notre capacité d'agir individuellement, sur le fait que chacun de nous a cette capacité d'apporter des changements positifs, même à petite échelle, puis que chacune de nos actions, de nos attitudes, de nos choix quotidiens a un impact sur notre vie, puis sur celle des autres. Là, ben, vous allez me voir venir, la solidarité, le lien, pour continuer à insuffler de l'espoir, c'est de continuer à cultiver ce lien, cette solidarité, parce que ces transformations-là, ben, ça peut nous aider à renforcer les liens communautaires, à encourager la collaboration, la compréhension mutuelle et le soutien entre chacune des personnes qui composent notre société. Puis ça cultive l'espoir. Tu sais, je vous l'ai dit à quel point être en lien, pour moi, ça cultive cet espoir-là. Je pense qu'il faut être en mesure aussi de célébrer ce qui est, de célébrer nos réussites intérieures individuelles et de célébrer les réussites collectives, celles qui nous inspirent, même si elles sont modestes, celles qui vont aller renforcer ce sentiment d'appartenance à une communauté qui va progresser ensemble. Puis prendre soin de soi, je pense qu'on l'oublie bien souvent parce que pour faire face aux défis, il faut prendre soin de notre bien-être physique et mental. Il faut trouver des moments pour se ressourcer, pour avoir cet élan d'agir, pour avoir cet espace en nous pour cultiver l'espoir. Et je pense qu'il y a aussi cette vision qu'on porte en nous, puis qui est bien au-delà des actions concrètes, qui est vraiment dans le ressenti du cœur, puis un petit peu ce que Jane disait, c'est quoi ce qui nous habite à l'intérieur, ce cœur-là qui nous met dans l'action, de cultiver cette vision-là, de lui donner aussi l'espace d'évoluer. Et puis finalement, je pense que le dernier point, c'est d'à notre façon, trouver notre manière, par des petits pas, par des grands pas, de participer activement au changement, de retrouver ce mouvement en nous qui nous donne cette capacité d'agir, d'être un observateur, mais d'être aussi quelqu'un qui s'implique activement dans des initiatives, dans des mouvements, dans son quotidien, parce que notre engagement individuel peut faire toute une différence en fait. Donc en saupoudrant chacun de ces petits éléments que j'ai parsemés ici, je pense qu'on est en capacité de développer cette perspective d'espoir lucide qui va nous permettre de faire face à ce qui nous attend cette année, individuellement, collectivement, à ce qui nous attend en tant que société, avec une dose de plus peut-être de résilience et d'espoir. Alors voilà, alors je vous envoie par la pensée et par le cœur une dose d'espoir et à nouveau un début d'année qui j'espère débute pour vous dans la joie. À bientôt!